Salut les élèves, je propose une révision concernant les 3 premières leçons, le mouvement et le repos, la vitesse moyenne, les actions mécaniques, avec un exemple corrigé de premier contrôle. Donc, commençons par la leçon le mouvement. Donc, premièrement, description d'un mouvement. Donc, soit la situation suivante, lorsque l'ascenseur se déplace, l'homme dit « je suis immobile dans l'ascenseur », alors que l'autre personne qui est à l'extérieur de l'ascenseur dit « mais tu es en mouvement ». Donc, la personne qui est dans l'ascenseur répond « je suis au repos par rapport à l'ascenseur », c'est-à-dire « je ne change pas ma position par rapport à l'ascenseur ». Donc, l'autre personne répond « tu es en mouvement par rapport à la Terre », c'est-à-dire il voit la personne au mouvement, donc il change sa position par rapport à elle. Donc, on constate que la même personne est au repos par rapport à l'ascenseur et en même temps au mouvement par rapport à la Terre. Donc, on conclut que le mouvement ou le repos d'un objet est relatif. Donc, pour décrire un mouvement, il est nécessaire de définir précisément l'objet dont on va étudier le mouvement. Ce corps s'appelle l'objet de référence ou le référentiel. Donc, on dit qu'un objet est en mouvement par rapport à un autre objet pris comme référence si sa position change par rapport à ce référentiel, c'est-à-dire par rapport à l'observateur. Donc, on considère l'exemple suivant. La personne A immobile dans la gare et le train se déplace, alors que la personne B est assise dans le compartiment du train et la personne C, elle se déplace à l'intérieur du train. Donc, la personne A, par rapport à la gare, donc, elle est immobile dans la gare, donc il ne change pas sa position par rapport à la gare, donc il est au repos. Alors que les personnes B et C sont en mouvement par rapport à la gare, car le train se déplace. Donc, en changeant le référentiel, donc qui est le train, la personne A, elle est en mouvement car le train se déplace, donc la distance entre la personne A et le train, donc il change, donc elle est en mouvement. Alors que la personne B qui est assise dans le train, elle est en repos malgré que le train se déplace. Donc, et la personne C, elle est en mouvement car elle se déplace dans le train. Une autre caractéristique ou grandeur physique qui est la trajectoire. Donc, la trajectoire d'un point est définie comme l'ensemble des positions qu'il occupe un objet durant son mouvement. Il peut être une droite. On dit que la trajectoire est une droite ou rectiligne. Par exemple, la trajectoire d'une voiture. Il peut être un cercle. On dit que la trajectoire est circulaire. Par exemple, la trajectoire d'un satellite autour de la Terre. Dans les autres cas, la trajectoire est dite curviligne. Par exemple, la trajectoire d'un skieur sur la neige. Remarque, la trajectoire d'un point d'un corps mobile est relative, donc il dépend de l'observateur, il dépend de référentiel choisi. Donc, par exemple, si le référence est dans le train, donc il voit la trajectoire du ballon rectiligne. Alors, si on considère un référentiel à l'extérieur du train, donc il observe une trajectoire qui est curviligne du ballon. Donc, du même objet, on observe deux formes de trajectoire. Donc, elle est relative. Passons maintenant vers les types de mouvements. Premier type, c'est le mouvement de rotation. Donc, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe lorsque ses points ont des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation. Par exemple, la trajectoire, la rotation d'une aiguille, d'une montre. Le deuxième type, c'est le mouvement de translation. Donc, un solide est en mouvement de translation, c'est tout segment de deux points quelconques de solide reste parallèle à lui-même. Donc, il reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. Alors, on ajoute à ça que la trajectoire de A et B est rectiligne. Donc, c'est
est une translation rectiligne. Et on a aussi une translation qui est circulaire, de la grande roue, par exemple, et une translation curviligne, par exemple, d'un téléphérique qui est curviligne. Donc, passons maintenant vers la leçon de la vitesse moyenne. Donc, la vitesse se définit par la relation suivante, donc la distance parcourue divisée par le temps écoulé pour parcourir cette distance. Donc, c'est d sur t. Si on exprime la distance en mètres et le temps en secondes, on obtient l'unité de la vitesse moyenne en mètres par seconde. C'est l'unité internationale. Alors que si on exprime la distance en kilomètres et le temps en heures, donc on obtient l'unité de la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Et on a le fameux facteur de conversion qui est le 3,6. C'est-à-dire, si on a la vitesse en mètres par seconde, on doit la multiplier par 3,6 pour obtenir la vitesse en kilomètres par heure. Alors que pour convertir la vitesse en kilomètres par heure vers le mètre par seconde, on doit la diviser par 3,6. Donc, une petite application. Donc, un lapin parcouru 150 mètres pendant 8 secondes. Donc, première question, calculer sa vitesse moyenne VM en mètres par seconde et puis la convertir en kilomètres par heure. Donc, réponse, on a la relation pour calculer la vitesse, c'est VM d sur t avec les données d 150 mètres et t 8 secondes. Donc, application numérique, on obtient 18,75 mètres par seconde. Passons maintenant vers la conversion. Donc, on doit multiplier la vitesse moyenne en 3,6 pour la convertir en kilomètres par heure. Passons maintenant vers la nature de mouvement. Donc, la nature de mouvement dépend de la vitesse et les distances parcourues par un mobile pendant des durées égales et successives. Par exemple, on distingue 3 types de mouvements. Premier type dit uniforme, si les distances parcourues par l'objet, par le mobile, restent constantes pendant des durées égales et successives. Alors qu'une nature accélérée est lorsque les distances parcourues augmentent pendant des durées égales et successives ou la vitesse augmente au cours du temps. La dernière nature, c'est retardée, c'est les distances parcourues diminuent pendant des durées égales et successives. Donc, une application pour ça. Donc, on a pris en photo à intervalle de temps régulier un motard le long d'une ligne droite. Donc, première question, quel est le type du mouvement du motard? Et deuxième question, quelle est la nature du mouvement du motard? Donc, on doit différencier entre le type et la nature. Le type lié aux formes du mouvement, la nature liée à la variation du mouvement au cours du temps, c'est-à-dire uniforme, retardé ou accéléré. Donc, première question, puisque le motard se déplace le long d'une ligne droite, donc le type de mouvement du motard est de translation rectiligne. Deuxième question, on observe que les distances parcourues par le motard augmentent pendant des durées égales et successives, donc la nature du mouvement, c'est à accélérer. Donc, troisièmement, les dangers de la vitesse et sécurité routière. Donc, l'excès de la vitesse et les accidents routiers. Donc, nous savons que l'excès de la vitesse est l'une des causes principales des accidents de la route. Le non-respect de code de la route peut provoquer des accidents graves et même mortels. Pour éviter les accidents, il faut donc respecter les limitations de vitesse, respecter les stops et les feux rouges, porter la ceinture de sécurité ou le casque homologué, donc, et ne pas conduire en ayant bu ou consommer des stupéfiants, et finalement effectuer régulièrement l'entretien du véhicule. Une autre caractéristique qu'on doit calculer, c'est la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt se définit comme la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur observe l'obstacle et l'instant où le véhicule s'arrête. Donc la distance entre la distance où le conducteur observe l'obstacle et l'instant où le conducteur s'arrête.
Donc cette distance est la somme de deux distances qui sont la distance de réaction et la distance de freinage. Donc dA est égal à dF plus dr. La distance dr se définit comme la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction. Qu'est-ce que ça veut dire le temps de réaction? C'est le temps où l'observateur voit l'obstacle et le temps où il commence à agir, il commence à freiner. Donc c'est le temps de réaction, c'est-à-dire entre l'instant où le conducteur observe le danger et l'instant où il agit pour freiner. Donc il dépend de la vitesse du véhicule et l'état de conducteur. On peut la calculer par la formule suivante, dr en mètres égale à Vm en mètres par seconde multiplié par le temps de réaction en secondes. Donc, la distance de freinage est définie comme la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur commence à freiner et l'instant d'arrêt de véhicule. L'instant où le conducteur commence à freiner et l'instant d'arrêt de véhicule. C'est une donnée expérimentale. Donc, il dépend de la vitesse du véhicule et de l'état du véhicule, c'est-à-dire frein et pneus, et de l'état de la route, c'est-à-dire sèche, mouillée ou verglas. Donc, application pour ça. Donc, un automobiliste voit un obstacle sur la route à 120. Donc, l'instant où il voit l'obstacle, il est à 120 mètres. Après une seconde, il commence à freiner. Donc, sachant que la vitesse de la voiture est de 80 km/h et la distance de freinage, c'est df égale à 100 mètres. Premièrement, calculer la distance d'arrêt, déduire la distance, plutôt calculer la distance de réaction, déduire la distance d'arrêt. Et est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle en justifiant la réponse? Donc, le calcul de dr, donc on a la formule, donc on remplace la vitesse moyenne par sa valeur, mais on doit la convertir en mètres par seconde, c'est-à-dire on divise 80 par 3,6, on l'a multiplié par une seconde, on obtient dr en mètres qui est 22,22 mètres. Donc, détermination de dA, donc on sait que de dA est égal à dr plus df, on remplace dr par sa valeur et df par sa valeur, donc on obtient dA, c'est 122,22 mètres. Donc, troisièmement, la voiture frappe l'obstacle car la distance de freinage dépasse la distance qui est entre l'automobiliste et l'obstacle. Passons maintenant vers les actions mécaniques. Une action mécanique il se manifeste par leur effet. Il peut provoquer le mouvement d'un objet, c'est-à-dire, par exemple, un joueur provoque le mouvement d'un ballon. Il peut modifier la vitesse ou la trajectoire d'un objet. Donc, ces deux effets sont classés des dynamiques. Et il peut aussi produire la déformation d'un objet ou maintenir en équilibre un objet. Donc, ces deux effets sont classés statiques. Donc, les différents types d'actions mécaniques, on a premier type, c'est les actions mécaniques de contact, c'est-à-dire une action mécanique dite au contact, s'il peut s'exercer qu'à condition qu'il y ait contact entre l'acteur, c'est l'objet responsable de l'action, et le receveur de l'action, c'est-à-dire l'objet qui reçoit l'action. Il peut être une action de contact localisée, c'est-à-dire le contact entre l'acteur et le receveur se fait sur une petite zone qu'on assimile à un point. Par exemple, l'action du fil sur le cylindre, le contact ou la zone de contact est petite, donc c'est une action de contact localisée. Alors, on a aussi une action de contact répartie, donc se fait lorsque le contact entre l'acteur et le receveur est dans une grande surface, par exemple l'action du vent sur la voile d'un bateau. Donc, le deuxième type d'action, c'est les actions de mécanique à distance, c'est-à-dire l'action peut s'exercer même en l'absence de contact entre l'acteur et le receveur d'action. Pour les actions à distance, ce sont des actions réparties en volume, c'est-à-dire l'action se fait en tout point du receveur. Par exemple, l'action d'un aimant sur le fer, l'action magnétique, l'action gravitationnelle, c'est-à-dire l'attraction exercée par la Terre sur les objets, et l'action électrique, c'est-à-dire entre les particules chargées.
Donc, l'effet d'une action mécanique s'exprime ou se modélise par une grandeur physique appelée force. Donc, passons maintenant vers une application, c'est le bilan des actions mécaniques. Donc, un bilan des actions mécaniques, c'est-à-dire force, consiste à lister les actions extérieures s'exerçant sur un système. Donc, pour réaliser ça, on doit définir le système étudié, réaliser une liste des objets qui interagissent avec le système en précisant leur type d'action de contact ou à distance. Par exemple, on a défini le système étudié qui est le clou. Donc, premièrement, on doit lister les forces de contact. On a le fil, elle est en contact avec le clou, donc il exerce une force de contact qui est localisée. Passons vers les forces à distance. On a l'aimant, c'est la force exercée par l'aimant sur le clou, donc il agit sur l'aimant. Et toujours, on a la force exercée par la Terre ou la force gravitationnelle. Passons maintenant vers un exemple du contrôle corrigé. Comme vous le savez, un contrôle continu comporte 3 exercices. Premier exercice de 8 points. Deuxième exercice, donc premier exercice, c'est un exercice comporte des questions de cours de 8 points. Deuxième exercice aussi de 8 points comporte des questions ou des exercices d'application. Et troisième exercice, c'est une situation composée de 4 points. Donc, commençons par l'exercice 1. Donc, première question, complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Donc, relative, segment, ensemble des positions, reste constante, référentiel, parallèle, rotation et accéléré. Donc, première tirée, l'état de repos ou de mouvement d'un objet est par rapport à un objet appelé comment? Donc, l'état de repos ou le mouvement d'un objet est toujours relatif par rapport à un objet appelé le référentiel. La trajectoire d'un point est qu'il occupe durant son mouvement. Donc, c'est la définition de la trajectoire. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement. Un solide est en mouvement donc autour. Donc, c'est évidemment la définition d'un type de mouvement qui est la rotation. Donc, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe lorsque ces points ont des trajectoires circulaires. Quatrième tiré, un solide est en mouvement de translation. Donc, ici, il y a la définition du type de mouvement de translation. Donc, un solide est en mouvement de translation, c'est tout segment liant 2 points quelconques d'un solide reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. L'autre tiré, un mouvement est accéléré si les distances parcourues augmentent durant des durées égales et successives. Et la dernière tirée, un mouvement est uniforme si la vitesse reste constante au cours du temps. Passons maintenant vers la deuxième question. Donc, complétez le tableau ci-dessous par en mouvement ou au repos. Donc, on a les référentiels qui sont en haut, donc lapin, tortue, l'arbre, comme indique l'image ci-contre. Donc, le lapin, est-ce qu'il est en mouvement ou au repos par rapport aux tortues? Donc, le lapin est assis, donc il voit la tortue se déplace, donc il change sa valeur, il change sa position par rapport au lapin, donc il est en mouvement. Le lapin par rapport à l'arbre, donc il se déplace, donc il est plutôt le lapin par rapport à l'arbre, il est immobile, donc il est assis à côté de l'arbre, donc il est au repos. La tortue, elle est en mouvement par rapport au lapin, donc il se déplace, il est en mouvement, alors que la tortue, par rapport à l'arbre, elle est aussi en mouvement. Pour l'arbre, elle est au repos par rapport au lapin, donc il n'y a pas de changement de position par rapport au lapin.
Donc, par rapport aux tortues, la tortue, elle se déplace. Donc, la distance entre la tortue et l'arbre change. Donc, l'arbre est en mouvement par rapport à la tortue. Passons maintenant vers le deuxième exercice. Donc, Ahmed repasse tous les matins sa tenue de la journée. Voilà la photo ci-contre. Donc, quel est le type de mouvement du fer à repasser? Donc, le type de mouvement de fer à repasser, il est évidemment donc, une translation rectiligne. Notez que le fer à repasser enregistre les positions suivantes pendant des durées consécutives et égales, donc de A0 à A10. Déterminer la nature du fer à repasser entre chaque position de A0 à A4, A4 à A7 et A7 à A10, en justifiant la réponse. Donc, entre A0 et A4, on voit que les distances augmentent pendant des durées égales et successives. Donc, c'est une nature accélérée. Alors qu'entre A4 et A7, on a les mêmes distances. Donc, c'est une nature uniforme car les distances restent constantes pendant des durées égales et successives. Et entre A7 et A10, on a une diminution des distances, donc c'est une nature qui est retardée. Donc, B, bilan des actions mécaniques. Donc, première question, quel est l'effet de l'action d'Ahmed sur le fer à repasser? L'action d'Ahmed sur le fer à repasser. Donc, puisque Ahmed, il provoque le mouvement de fer à repasser, donc c'est un effet dynamique. Donc, bilan des forces, on définit, deuxième question, donner les bilans des forces appliquées sur le fer à repasser. Donc, le système étudié est le fer à repasser, en commençant par les forces de contact. Donc, la main, elle est en contact avec le fer à repasser. Donc, la force exercée par la main sur le fer à repasser, c'est une force répartie en surface. Et on a la tenue qui est en contact avec le fer à repasser. Donc, la force exercée par la tenue sur le fer à repasser qui est aussi une force répartie en surface. Pour les forces à distance, on a la force toujours exercée par la terre sur le fer à repasser qui est répartie en volume. Dernier exercice, donc la situation. Donc, un piéton traverse brusquement la rue à 60 mètres devant une voiture roule à 80 km/h. Première question, sachant que le temps de réaction du conducteur est TR égal à 1 seconde, calculer la distance d'arrêt. Donc, on a la formule dr égale à Vm fois TR. Donc, on convertit la vitesse qui est en km par heure en mètres par seconde. On doit la diviser par 3,6. TR 1 seconde, on trouve dr égale à 22,22 mètres. Pour la deuxième question, déterminer la distance d'arrêt. Donc, on sait que dA est égal à df plus dr. Donc, on remplace df par sa valeur et dr par sa valeur. On obtient dA égal à 62,22 mètres. Donc, pour la troisième question, donc la voiture, est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe le piéton? Donc, la voiture frappe le piéton car dA, elle est supérieure à la distance entre le conducteur et le piéton. Dernière question, donner 2 consignes pour éviter les accidents de la route. Donc, on peut dire respecter les limitations de vitesse et, par exemple, porte la ceinture de sécurité. Donc, finalement, je vous remercie pour votre attention.